Et une chose, moi, qui m'a intéressé dans les vidéos que vous avez fait récemment, c'est la vision que vous aviez actuellement de l'inflation. Donc on a une inflation qui est très élevée, là, c'est plus du tout un secret pour personne, même si les banques centrales l'ont nié pendant très longtemps. Maintenant, même elles sont rattrapées par la réalité. C'est-à-dire qu'on a une inflation aux US qui est de 8,5% et qui, hors énergie et alimentation, est quand même déjà de 6,5%. L'inflation aux US, la cible, c'est 2%, hein, comme en Europe. Donc, on a une inflation 3 fois supérieure à la cible aux USA et on a une inflation qui est la plus haute depuis décembre 81. En Europe, on est à 7,5%, ce qui est aussi absolument gigantesque. On est en Allemagne à 6,5%, en France, on est à 4,5% d'inflation, et encore, c'est parce qu'on la mesure différemment des autres, parce que si on la mesurait comme les autres, on serait à 5%. Donc on a vraiment une inflation qui est gigantesque. Aux US, ils ont commencé à s'en occuper. En Europe, on a toujours une banque centrale qui refuse d'augmenter ses taux, peut-être pour améliorer un peu la capacité de réélection des gouvernants ou de calmer un peu, d'essayer de calmer un peu la population et de laisser certains États s'endetter très fortement. Et ce que j'avais bien aimé, moi, dans la vision que vous aviez de l'inflation, c'est qu'une partie de cette inflation, ou toute cette inflation, je ne sais pas, vous nous le direz, était due notamment à la guerre des monnaies qui s'est mise en place il y a peu de temps. Et je vous laisse vous exprimer là-dessus et sur l'inflation en général. Hein. Je ne veux pas vous mettre dans un corner en vous obligeant de dire que c'est la guerre des monnaies. Hein. Donc, sentez-vous libre d'élargir un peu mon propos. C'est gentil. Non, mais vous inquiétez pas. Alors, c'est un sujet qui est très vaste. Votre question, du coup, elle est très ouverte. Et alors, l'inflation, c'est un sujet en l'espèce, là, celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, qui est extrêmement complexe. Elle a à la fois d'une très grande complexité et d'une très grande simplicité. Alors déjà, il y a plusieurs types d'inflation. C'est-à-dire que quand on regarde un peu le phénomène avec... bon, moi, tout ça, ça me passionne, donc voilà, je le regarde avec appétit, mais quand vous regardez un peu l'histoire de l'inflation dans le monde, à travers l'humanité, à travers les siècles, les âges, etc., il y a différents types d'inflation. Et toutes les inflations ne se valent pas. Premier type d'inflation, j'ai une demande qui est forte et j'ai pas de capacité à fabriquer. D'accord? Donc, c'est une inflation de demande. Typiquement, vous prenez, prenons un exemple relativement récent, on ne va même pas remonter à la révolution industrielle ou ce genre de choses, où on avait gros problèmes de capacité, etc. etc. Bon, prenons l'après-guerre. L'après-guerre en France, la France est détruite, il y a beaucoup de demandes, il faut reconstruire le pays, il faut reconstruire les usines, il faut reconstruire tout ce que vous voulez. Et donc, évidemment, vous avez de l'inflation. C'est-à-dire que vous avez une demande forte, puis vous n'avez pas d'offre en face, il n'y a pas de capacité de production suffisante pour satisfaire la demande. Et donc, une loi économique vieille comme le monde, qui est que quand il n'y a pas assez de tout pour tout le monde, l'ajustement se fait par le prix. Et donc, seuls les plus solvables peuvent acheter de ce qui manque. Tout ce qui est rare et cher, quoi. Voilà, c'est ce côté-là. Donc les prix montent, et ça, c'est l'inflation liée à la demande quand l'offre ne s'ajuste pas rapidement. Donc quand on n'est pas capable de produire suffisamment. On n'est pas tout à fait dans une inflation de ce type, bien qu'on y soit un petit peu, mais pour des raisons qui ne sont pas tant liées à la demande qu'à l'incapacité à l'offre de suivre. Et ça, on va en revenir parce qu'on a des facteurs structurels là-dessus qui sont super inquiétants, qui font que justement, c'était assez prévisible que de dire que cette inflation allait être durable. Hein, les banques centrales disaient c'est transitoire, ça ne va pas durer. Bien sûr que non, mon nounours, ça va durer, ça ne va pas être transitoire parce qu'on a des facteurs durables là-dessus. On va y revenir. Le deuxième type d'inflation, c'est un type d'inflation type 30 glorieuses, truc complètement auto-entretenu, où vous avez de l'inflation, puis des indexations de salaire, puis donc de l'inflation, puis donc de l'indexation de salaire. Et donc ça, en gros, c'est un autre type d'inflation parce que si vous ne faisiez pas d'indexation de salaire, et bien forcément, très rapidement, l'inflation, vous la maîtrisez, puisque si les salaires n'augmentent pas, ben vous allez avoir une capacité très limitée des agents économiques à consommer.
Et donc, très rapidement, en fait, on va devenir insolvable. Donc, très rapidement, la demande va s'effondrer. Donc, très rapidement, les prix vont à nouveau s'ajuster par le bas. Puisque la demande va s'effondrer, que là, il va y avoir un excès d'offres et donc un excès de capacité de production. Alors ça, c'est ce qu'on va faire à partir des années 80. D'accord? Donc, dans les années on va dire, 60 à 80, un peu les 30 glorieuses, et les années 80 étant la fin des 30 glorieuses, on va avoir beaucoup d'inflation, des indexations de salaire. Et puis, à partir de 1980, on va décider de casser l'inflation. Et pour casser l'inflation, on va faire deux choses. On va monter très fortement les taux d'intérêt. C'est l'époque Volcker aux États-Unis, mais en Europe, on va faire la même chose. Mais c'est surtout qu'on va faire autre chose. On ne va pas juste monter les taux d'intérêt, parce que vous pouvez toujours monter les taux d'intérêt à 20%. Si vous continuez à augmenter tout le monde de 40% et que l'année d'après, l'inflation est de 40%, vos taux d'intérêt, vous pouvez après les monter à 40%. Si vous augmentez encore tout le monde de 50% et que les prix remontent de 50% l'année suivante, ben vous montrez vos taux d'intérêt à 50%, vous serez toujours en taux d'intérêt réel zéro. Faites-moi penser à parler des taux d'intérêt réels. C'est très important, les taux d'intérêt réels. La différence entre le taux d'inflation et le taux d'intérêt. Et aujourd'hui, on est dans des taux, même si les taux d'intérêt augmentent, les taux d'intérêt, même à 2%, ils sont largement inférieurs à 5% ou 6% d'inflation. Donc, en taux d'intérêt réel, en fait, on a des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire qu'on continue à perdre de l'argent par rapport à un pouvoir d'achat. On perd du pouvoir d'achat tous les ans par rapport à ce que nous rapporte notre argent placé sur un livret A, par exemple. Un livret A 1%, taux d'inflation 5%, j'ai perdu 4% de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est le taux d'intérêt réel, moins 4%. Donc revenons à notre histoire d'indexation de salaire. On va donc on va augmenter les taux et on va arrêter l'indexation des salaires. Et donc évidemment, qu'est-ce qu'on va créer? On va arrêter la croissance en fait. Et la croissance économique, elle va tout simplement s'effondrer pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va effondrer le pouvoir d'achat des gens. Et donc, ça va avoir un impact direct sur la croissance économique. Entre des taux d'intérêt élevés et l'arrêt de l'indexation des salaires sur les gens, eh bien, les années 80, 90, 2000 vont être des années de très faible croissance économique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de croissance. On aura des années avec un peu de croissance, des années avec moins de croissance. Bon. Mais finalement, ce sont des croissances assez atones. Et la croissance moyenne de chaque décennie est inférieure à la croissance moyenne de la décennie précédente. Et donc là, la décennie 2010-2020, eh ben, on a même eu de la croissance en réalité négative, c'est-à-dire de la récession moyenne sur les 10 dernières années. Donc là, dans un contexte comme celui-là, vous n'avez pas d'inflation. Ça ne peut pas être inflationniste. Et puis, il s'est passé autre chose dans les 20 dernières années. En fait, même on peut l'élargir aux 30 dernières années. Donc, souvenez-vous, années 80, on augmente les taux, on casse l'inflation, on arrête l'indexation des salaires. Donc évidemment, on peut avoir un objectif d'inflation à 2%. On n'est même parfois pas sûr de l'atteindre, l'inflation à 2%, tellement on maîtrise les prix. Et puis en 1990-91, 1989, on a la chute du mur de Berlin, 91, on a l'effondrement de l'ex-URSS. Et donc le monde qui était coupé par un immense rideau de fer devient un grand village global. Et ce grand village global va permettre à partir des années 90 l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Et la mondialisation, c'est quoi? C'est produire à pas cher dans le pays de là-bas des trucs qu'on produisait ici à très cher. Donc c'est fermer des usines ici pour ouvrir des usines là-bas. Peu importe de savoir si c'est bien ou c'est mal. Ce n'est pas mon sujet, je ne suis pas dans un positionnement moral. Mais techniquement, qu'est-ce que ça entraîne ça? Eh bien, ça entraîne qu'ici, vous détruisez des emplois et des usines, et vous créez des usines et des emplois là-bas. Alors, le ici, ça peut être les États-Unis, ça peut être l'Angleterre, ça peut être la France, ça peut être le Japon, d'accord? Donc, on va dire, ce sont les pays occidentaux. Et donc, on a détruit des capacités de production dans les pays occidentaux pour aller construire des capacités de production dans ce qu'on appelait les pays à bas coût, donc notamment l'Asie. Et donc cette mondialisation-là, elle n'était pas possible quand il y avait le communisme et qu'on était enfermé derrière nos rideaux de fer et qu'en Chine, on massacrait les étudiants chinois sur la place Tiananmen et qu'en ex-URSS, vous aviez le Politburo, etc., etc. Et donc ça, c'est un mouvement récent, c'est un mouvement qui est globalement à 20 ans. D'accord? Ça a commencé réellement au début des années 2000, ça s'est accéléré tout doucement au milieu des années 90, et puis ça a réellement complètement émergé et amplifié au début des années 2000. C'est un mouvement qui est extrêmement déflationniste, la mondialisation,
puisque vous retirez de l'emploi ici, vous augmentez le chômage ici, vous retirez des capacités de production ici. Donc, c'est extrêmement déflationniste. C'est déflationniste sur l'emploi, et puis c'est déflationniste sur les prix, puisqu'en plus, vous faites produire à pas cher. Donc, vous baissez les coûts de production. Donc, en baissant les coûts de production, en plus, vous ramenez des produits qui sont vendus à pas cher ici. Prenez le cas de l'ameublement. Pour ceux qui, comme moi, ont connu un peu le monde d'avant la mondialisation, quand on achetait un canapé dans les années 80 et qu'il n'était pas fabriqué made in China ou made in India, on le payait très cher, on réfléchissait beaucoup, on se demandait pendant des mois si on allait acheter un nouveau canapé ou pas un nouveau canapé, et puis toutes les chaînes d'ameublement à pas cher qu'on a aujourd'hui, avec un canapé d'angle de 10 places à 599 €, je peux vous dire, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc évidemment, c'est très déflationniste. Et donc, nous avons vécu dans un monde déflationniste comme ça pendant quasiment 20 ans. Hein, en réalité 30 ans, mais réellement, ces 20 dernières années, ça a été extrêmement prégnant dans notre quotidien. Et donc, tout ce qu'on a pu acheter aujourd'hui, on l'a acheté, d'une part, un peu à crédit, et deux, parce que la mondialisation a fortement baissé les prix. Donc, encore une fois, extrêmement déflationniste. Donc, déflationniste sur l'emploi, déflationniste sur les prix des matières. Et donc, c'est normal qu'on n'ait pas eu d'inflation jusqu'à présent. Et puis, tout d'un coup, on se rend compte que, alors on a des signaux d'alerte, 2007-2008, le prix du baril de pétrole monte à 150 $. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a un petit peu de croissance dans le monde. Et on se rend compte qu'en fait, dès qu'il y a un peu de croissance dans le monde, côté matières premières, ça commence à être tendu. Et côté énergie, ça commence à être encore plus tendu. Mais ce premier signal d'alerte, 2007-2008, va être complètement occulté par l'immense fracas de la crise des subprimes aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que font les banques centrales pour calmer la bulle immobilière? Elles augmentent les taux d'intérêt à l'époque. Et puis, en même moment, on a une augmentation des prix de l'énergie. Et donc ça, c'est un double effet qui se coule, qui fait que la ponction dans l'économie est telle qu'évidemment, la croissance s'effondre. Et donc, on va partir sur 10 ans, 2010-2020 en gros, c'est 10 ans de croissance anémique. On ne fait de la croissance que vraiment je dirais, c'est du dopage. C'est du dopage à la dette. On fait en gros entre 5 et 7 euros de nouvelles dettes de PIB pour réussir à produire entre 0 et 2 euros de croissance chaque année. Donc entre 5 et 7% d'endettement chaque année pour réussir à faire péniblement entre 0 et 2% de croissance annuelle. Ça, c'est ce qui va se passer à peu près partout dans le monde occidental sur la décennie 2010-2020. Et puis arrive le Covid. Donc évidemment, on arrête tout. Donc là aussi, extrêmement déflationniste. Ça écrase toute la demande. Et on va même voir en 2020, en mars ou avril 2020, lors du premier confinement général, on va voir même des prix négatifs sur le baril de pétrole. Des prix négatifs, moins 27 $ le baril de pétrole. On est payé pour acheter du pétrole à 27 $ le baril. Si vous prenez mon baril, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y avait plus de capacité de stockage pour le pétrole qui avait été extrait. On n'avait pas coupé assez vite les robinets. Et donc, ce pétrole, comme vous n'avez pas le droit de le lâcher dans la mer, ça pollue un peu, il fallait bien le stocker quelque part. Et ma baignoire ou votre baignoire, ce n'était pas assez pour stocker ces millions de barils extraits. Et donc, les gens ont été payés 27 $ le baril au pire du confinement pour pouvoir stocker ces barils. Donc, on vit dans un monde qui est extrêmement déflationniste et on prend l'habitude de cette absence d'inflation. Et tous ceux qui aujourd'hui ont au moins 30 ans n'ont jamais vécu dans un monde où l'immobilier fait autre chose que monter et où les prix font autre chose qu'être bas. Et leur monde, pour tous les gens de moins de 30 ans, ils n'ont aucun autre référentiel économique qu'un monde déflationniste avec des taux d'intérêt bas et des produits facilement achetables, accessibles et peu coûteux. Ouais. Ce qui crée en même temps un monde de bulles, quoi. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a une bulle immobilière fantastique et puis une bulle sur les différents actifs qui ne demandent qu'à péter. Mais effectivement, c'est 30 ans de folie économique. Mais bon, on va voir ce que ça va donner.
Eh bien, on peut penser raisonnablement qu'on arrive au bout de ça. C'est pour ça que depuis plusieurs mois, même quasiment, moi ça fait 2 ans que j'avais annoncé le choc inflationniste dès le Covid en fait, que le Ouais. Covid avait créé un choc inflationniste très important. En fait, ce n'est pas le Covid en lui-même qui crée le choc inflationniste. C'est-à-dire que comme souvent en économie, on a atteint des effets de seuil, et il y a un événement qui va faire basculer une situation et un équilibre qui avant était là, et puis pof, vous faites basculer de l'autre côté. Et souvent, vous avez un élément déclencheur, un élément catalyseur qui va faire que vous avez une bascule. En fait, l'effet de seuil avait été atteint. Donc, on dit, c'était à cause de la crise de machin, c'était à cause de la crise de trucs, c'était la crise des missiles de Cuba, c'était la crise de la guerre, de la première guerre du Golfe, c'était la crise des subprimes, c'était la crise de Lehman Brothers, c'était la crise en Ukraine, c'était la crise du Covid. Mais en fait, les effets de seuil avaient déjà été atteints. On met juste un mot, un nom dessus. Et puis souvent, disons-le aussi, ça permet de trouver un petit bouc émissaire. Et c'est ce que j'allais dire. On montre un ennemi. C'est plus facile de montrer un ennemi que de dire que nous, on a fait n'importe quoi pendant des années, quoi. Complètement. C'est Donc, toujours plus simple. ça permet de simplifier pour tout le Ouais. monde. Mais alors, quel est le fond du problème, en fait? Le fond du problème, quand on regarde bien les choses, c'est quoi? Eh bien, c'est que on est atteint d'une maladie très grave, voire même assez incurable, qui est la raréfaction des ressources. Alors, ça fait globalement 2000 ans, allez, on va même dire 3000 ans, si vous regardez en fait, ça fait même 5000 ans que l'homme creuse la terre pour sortir des métaux, sortir de l'or, sortir de l'argent, etc. Alors, l'être humain, on est ce qu'on est, c'est pas une critique bête et méchante, on est ce qu'on est, donc on doit bien se connaître. Et donc, on est très paresseux. On a raison d'être très paresseux. C'est juste de l'efficacité entre l'effort fourni et le résultat obtenu, quoi. Donc, c'est très intelligent. Donc, on a raison d'être paresseux. Un vrai travailleur est très paresseux pour travailler le moins possible et avoir le maximum de rendement possible. Et d'ailleurs, le capitalisme, c'est la paresse poussée à l'extrême, puisque le capitalisme, c'est toujours faire mieux avec moins. C'est ça qu'on appelle la productivité. Donc, quand on veut être productif, c'est faire plus avec moins. Donc, c'est faire plus avec le moins d'efforts possible. Et c'est parfaitement normal de se poser cette question. Donc, on est techniquement et génétiquement paresseux, que tous les parents qui ont des enfants qui ne travaillent pas très bien à l'école soient donc rassurés. Leur enfant est parfaitement normal, il est paresseux et c'est logique. Voilà. Et donc, c'est normal, en fait, il n'est pas paresseux, il est productif. Il essaye d'avoir le moins mauvais résultat possible avec le minimum de temps passé. Et plus leur enfant est paresseux, en fait, plus il est intelligent, plus il est être humain, plus il cherche à rationaliser son effort. Donc, voyez, soyez très rassurés, vos enfants feront de grandes choses dans la vie en étant paresseux comme ça. Ouais, moi, j'ai un ou deux enfants très productifs aussi. C'est moi, mais je pense, voilà. Plusieurs enfants qui sont merveilleux en productivité en ce moment. C'est ça. Et puis alors, plus ils deviennent un peu ados, j'ai l'impression, plus ils sont productifs. C'est ça, c'est ça. C'est fantastique. La fin du collège et le début du lycée, c'est d'une productivité incroyable. Je vois bien. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a commencé par extraire ce qu'il y avait de plus facile à extraire. Donc évidemment, nous avons commencé par ramasser les métaux là où ils étaient quasiment visibles. Et puis, quand on a ramassé ce qui était le plus accessible, on a commencé à creuser un petit peu. Puis on a commencé à aller un petit peu plus loin. Puis quand on a brûlé la forêt qui était à côté de chez soi, on est allé dans la forêt qui était un peu plus loin. Il a fallu commencer à marcher pour aller ramasser son bois. Puis, là, on était à 1 heure de marche pour aller ramasser son bois. On est passé à 2 heures de marche, puis à 1 jour, puis à 2 jours. Et donc, au fur et à mesure où vous exploitez les ressources, l'effort pour exploiter les ressources suivantes devient de plus en plus important puisque vous commencez par manger les ressources qui sont le plus accessibles, le plus abordables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes structurellement condamnés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Ça veut dire que ce qu'il y a est de plus en plus loin et de plus en plus cher à extraire. C'est ça que ça veut dire déjà. Et là-dessus, on peut tous être d'accord. C'est d'une logique biblique. D'accord? Vous commencez par ramasser ce qui est à côté de chez vous, et une fois que vous avez bouffé tout ce qu'il y avait de plus proche, vous êtes obligé d'aller plus loin. Donc,
quand on applique cette analogie au pétrole, aujourd'hui, vous en avez commencé par extraire le pétrole du Texas, qui était très facile à retirer au début des années 20. On a retiré le pétrole d'Arabie Saoudite, qui était très peu profond, on va dire, de toutes les pétromonarchies, qui était extrêmement peu profond, très facile à aller chercher. Limite, vous arriviez avec votre pioche, il y avait un geyser de pétrole qui sortait. Donc, c'était des gisements très peu profonds. Et aujourd'hui, vous êtes dans le golfe du Mexique. Souvenez-vous de la plateforme Deepwater Horizon de BP qui explose. Vous êtes dans le golfe du Mexique, 2000 mètres d'eau. Puis, une fois que vous avez passé les 2000 mètres de profondeur d'eau, vous creusez à 4000 mètres de profondeur et vous êtes à moins 6000 mètres, dont 2000 mètres d'eau, une plateforme qui flotte. Enfin bon, c'est tout un bazar pas possible pour aller extraire votre baril de pétrole. Et donc, plus vous allez loin, plus ça vous coûte cher, plus c'est compliqué, plus c'est lent, et en plus c'est coûteux en termes énergétiques. Parce qu'on oublie ça dans l'équation, c'est que un baril de pétrole, quand bien même il y a plein de barils de pétrole, si vous êtes obligé d'aller le chercher à 15 000 mètres de profondeur, et que pour extraire un baril de pétrole, vous avez besoin de consommer un baril d'énergie, vous avez beau sortir un baril de pétrole, si vous avez consommé un baril d'énergie pour sortir votre baril de pétrole, eh bien ça ne sert à rien de travailler. Et donc, vous constatez que l'énergie nécessaire, le rendement énergétique pour sortir augmente en fait. Donc, vous êtes obligé de dépenser de plus en plus d'énergie pour sortir de moins en moins de barils. Donc, vous avez un rendement énergétique de l'extraction pétrolière qui est en train de s'effondrer. Mais pareil avec le gaz, pareil. Donc, on se rend, et ça c'est valable pour tout, ce que je vous explique là, ce phénomène, donc c'est valable pour les mines d'or, c'est valable pour... Avant on avait des mines d'or en France, d'accord, donc à l'époque de Jules César, en France on avait des mines d'or, on sortait de l'or de France. Aujourd'hui vous n'avez plus de mines d'or en exploitation en France parce qu'on a exploité tous les filons. Donc au fil du temps, les matériaux se raréfient et ceux qui restent sont de plus en plus difficiles à aller chercher et demandent de plus en plus d'efforts. Comment voulez-vous, une fois que vous avez atteint certains effets de seuil, comment voulez-vous que les prix ne commencent pas à augmenter? Tout simplement parce que vos matières premières, en fait, jusqu'à présent et dans la mondialisation, les matières premières ne coûtaient pas cher. Tout notre système économique est basé sur le fait que les matières premières et l'énergie sont abondantes et pas chères. À partir du moment où vous changez ce paradigme et où les matières premières ne sont plus abondantes et pas chères, vous avez quand même un sacré problème structurel d'inflation. Et à ce phénomène-là, vous devez rajouter le phénomène de la transition écologique ou énergétique, enfin écologique plutôt, là on va, et de la pollution. Dans le système économique actuel, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on l'aime pas, c'est pas le sujet. Objectivement, le coût de la pollution ne vous est pas impacté, ne vous est pas donné, ne vous est pas, vous ne le payez pas, d'accord? Vous ne payez pas le coût de la pollution et le coût énergétique de votre ananas qui vient du Costa Rica et qui est vendu 1,49 € en promotion chez Carrefour, quoi. Vous ne payez pas ce coût-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est du délire. L'ananas qui vient du Costa Rica me coûte moins cher que mon kilo de carottes qui vient de Bretagne. On est dans un délire absolu. Et quand je dis ça, et quand je dis qu'on est dans un délire absolu, ce n'est pas un jugement moral, hein. C'est un délire absolu en termes de dépenses énergétiques et de dépenses de pollution. Mais c'est la même chose avec votre avocat d'Israël, votre café du Guatemala ou de votre café mexicain, et vous pouvez multiplier avec votre canapé qui vient d'Inde, avec votre t-shirt made in China, et avec tout ce que vous allez commander sur les sites de vente chinois en ligne, où le truc vous est livré en 48 heures par avion, quoi. Et le tout à 50 centimes de dollars en frais d'expédition, voire même des fois frais d'expédition en fait. Donc on est dans un délire de consumériste qui n'est rendu possible que par l'abondance des matières premières et que par le fait que l'énergie soit pas chère. Si vous changez ces deux paramètres dans l'économie, raréfaction des ressources, donc augmentation du prix des matières premières, et raréfaction de l'énergie, et donc augmentation des coûts de l'énergie, et vous rentrez dans une phase d'inflation qui est structurelle. Si vous rajoutez... Du coup, vous pensez que l'augmentation du prix des matières premières et l'augmentation du prix de l'énergie, ce qui est
très proches l'un de l'autre finalement, c'est quelque chose qui est structurel et qui est appelé à durer. C'est pas juste lié à une reprise économique qui fait qu'on était habitué à avoir peu besoin de pétrole et peu besoin de matières premières pendant 2 ans de Covid, et que tout d'un coup, toutes les usines en même temps reprennent leur activité et on n'a pas assez de stock, et du coup, on doit produire beaucoup plus ou vendre plus cher. Et en attendant de pouvoir produire beaucoup plus, on se met à vendre plus cher. Ce qui, là, serait plutôt l'idée que développe actuellement la Banque centrale, notamment la BCE, en disant cette augmentation des matières premières, cette augmentation du prix de l'énergie, c'est temporaire, le temps que les producteurs se remettent à produire suffisamment. Vous êtes plutôt sur une idée, c'est quelque chose de durable et pas du tout quelque chose de temporaire. Complètement. Complètement. En fait, si vous voulez, je pense que ça fait, en réalité, je pense que ça fait 10 ans qu'on le sait, plus de 10 ans qu'on le sait, et que les banques centrales ont géré en conséquence, en fait. Lorsque les banques centrales montent les taux d'intérêt en 2006-2007, ce qui va provoquer la crise des subprimes, en fait, vous savez, les banques centrales savent très bien les conséquences de leur politique. Si je mets des taux à zéro, je crée des bulles, et je crée de la croissance, et je crée de la demande. Mais quand je monte les taux et que je crée les conditions d'une énorme crise économique, je sais que je vais créer les conditions d'une énorme crise économique. Et quand la banque centrale américaine, la Fed, vous annonce qu'elle va monter ses taux d'intérêt, qu'elle va retirer son soutien à l'économie par ses rachats d'actifs, etc., la Fed sait très bien qu'elle va créer les conditions d'une terrible crise économique. Et vous le dire, c'est une certitude. Il va y avoir, si la Fed augmente ses taux d'intérêt et les met à 5% avec plus de 20 000 milliards de dollars de dette, avec des Américains qui sont tous endettés à taux variable, contrairement aux citoyens français, ce qui avait créé la crise des subprimes, on va se faire une crise économique monumentale, avec un krach obligataire, un krach boursier en plus, puisqu'on a les obligations au plus haut, on a les marchés financiers au plus haut, et on a le marché immobilier au plus haut. Donc on va avoir la triple bulle qui explose, bulle obligataire, bulle immobilière et bulle des actions. Vous avez toute la... Et là, c'est une certitude. De la même manière que le soleil va se lever demain, si les taux de la Fed sont mis à 5% demain, vous avez un krach absolument considérable. Et donc, si vous créez une crise économique comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez complètement écraser la demande. Vous allez doubler le taux de chômage, vous allez créer tellement, vous allez casser l'investissement, casser l'achat immobilier, faire baisser les actifs, etc. Donc vous allez créer un effet d'appauvrissement tel que de toute façon, la demande en matière première de tout va s'effondrer. Et donc si la demande s'effondre, eh bien vous faites durer vos stocks plus longtemps. D'accord. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir également cette notion de grand reset qui est portée par le Forum économique de Davos, ou cette notion de transition écologique dont vous entendez parler en permanence. La transition écologique, ça veut dire quoi la transition écologique? Ça veut dire tout simplement avoir besoin de moins de matières premières, avoir besoin de moins d'énergie. On vous parle de l'économie circulaire, c'est recycler ce qui n'existe plus à l'état naturel, donc réutiliser ce qu'on jette, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est tout ça la transition écologique. Hein. C'est nous faire passer d'un monde d'abondance de matières premières à un monde de raréfaction de matières premières. Et cette transition écologique, elle est profondément inflationniste. D'accord? Voilà un autre facteur structurel inflationniste. Donc, je vous ai parlé de la raréfaction des matières premières. Ensuite, je vous parle maintenant de la transition écologique. Quand on veut tous isoler nos maisons au même moment, quand on veut tous mettre un poêle à pellets au même moment, quand on veut tous passer sur une pompe à chaleur qui consomme peu d'électricité au même moment, etc., etc., et que ça se fait dans le monde entier, bien évidemment, on a une demande qui augmente, et donc ça, c'est très inflationniste. Quand on veut tous acheter des voitures électriques au même moment, ben c'est inflationniste. Alors, c'est déflationniste pour les voitures thermiques, les voitures à moteur à essence, mais c'est inflationniste, évidemment, pour la demande de voitures électriques. Donc là, vous avez un autre facteur d'inflation qui est structurel, contrairement à ce que peuvent dire les banques centrales.
Et les banques centrales, encore une fois, elles ont raison hein, de ne pas forcément dire les choses. Leur mandat, ce n'est pas de vous dire la vérité. Leur mandat, c'est d'assurer la stabilité économique. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a rien à voir. De la même manière, le travail d'un gouvernement, ce n'est pas de vous dire la vérité. Le travail d'un gouvernement, c'est d'assurer la stabilité sociale. Donc, si pour assurer la stabilité sociale, ils doivent vous mentir en vous racontant des carabistouilles du genre le virus à Wuhan n'a aucune chance d'arriver en France, dixit la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, et puis 3 semaines après, on était tous confinés, enfermés chez nous avec des gens qui mouraient dans l'Est de la France et qui tombaient comme des mouches. D'accord ? Bon. Mais pourquoi ? Parce qu'on assure la stabilité sociale, on évite la panique. Une fois que vous avez bien compris ça, vous pouvez commencer à réfléchir. Ils ne vous mentent pas forcément parce qu'ils sont méchants. Alors, il y en a des fois, ils vous mentent parce qu'ils sont méchants. Il y en a des fois, ils vous mentent parce qu'ils veulent vous manipuler. Okay, mais de base, ils vous mentent parce que leur objectif, c'est d'assurer la stabilité économique, d'assurer la stabilité sociale, d'assurer. Donc, ils ont un objectif supérieur qui fait que si vous étiez en plus à leur place, vous réagiriez sans doute de la même manière. Parce que si vous avez McKinsey qui arrive et qui vous dit « Ah ben, monsieur le président, avec votre beau chapeau, sachez que si vous commencez à dire aux gens « Ah, vous allez tous mourir dans d'horribles souffrances inflationnistes, et ben voilà, il va y avoir tel mouvement de panique, ça va faire tant de morts, il va y avoir tant de faillites. » Bon. Alors que si vous dites rien, ben, ils vont s'y habiter petit à petit, ils vont pouvoir s'adapter. Donc, vous êtes dans des processus itératifs. Il faut bien comprendre ça. Il faut sortir de la naïveté béate du genre « On me dit la vérité parce que je suis bien informé ». Non, mais on ne peut pas vous dire la vérité parce que vous êtes bien informé. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est chaque source de diffusion d'informations a son propre objectif. Et encore une fois, certaines informations, certains pouvoirs sont là, encore une fois, pour assurer stabilité sociale, stabilité économique, stabilité bancaire, stabilité… Bon. Vous imaginez si demain vous avez une panique bancaire ? Bon. Donc, quand vous avez quand vous êtes dépositaire du poids de la parole publique parce que vous êtes ministre de l'économie, vous n'allez pas dire « Ah oui, les gars, nos banques, elles sont super fragiles. Hein. Ah non, mais elles sont super fragiles, nos banques. » Moi, franchement, en tant que ministre de l'économie, j'ai retiré tous mes sous de la banque. Mais imaginez qu'un ministre vous dise ça. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde se met à courir dans la seconde qui suit pour aller retirer ses sous. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris tous les biais, et là, c'est une analogie, c'est un exemple outrancier pour illustrer, mais quand vous avez compris ça, par analogie, vous avez compris à quel point toute l'information économique, politique, est fondamentalement biaisée. Et pas forcément pour des mauvais mobiles. Hein. Vous voyez, je juge même pas, c'est pas forcément des mauvais mobiles. Mais en revanche, en tant qu'acteur économique, il ne faut pas être naïf. Donc voilà un deuxième facteur structurel d'inflation qui est la transition écologique et énergétique.